Alors, histoire des courants politiques de droite, cette fois-ci épisode 2, l'orléanisme. Je ne crois, dit Guizot, ni au droit divin, ni à la souveraineté du peuple, comme on les entend presque toujours. Je ne puis voir là que les usurpations de la force. Je crois à la souveraineté de la raison, de la justice, du droit. C'est là le souverain légitime que cherche le monde, et qu'il cherchera toujours, car la raison, la vérité et la justice ne résident nulle part complètes et infaillibles. Nul homme, nulle réunion d'hommes ne les possède et ne peut les posséder sans lacune et sans limite. Guizot, du gouvernement de la France depuis la Restauration et du ministère actuel, chapitre 7 de la légitimité, 1820. L'orléanisme, cousin royaliste néanmoins plus libéral du légitimisme, commence avec le Parti des doctrinaires. C'est le nom du parti d'opposition durant la période de la Restauration de 1814 à 1830. Ce nom provient d'une qualification de 1816 du Nain jaune réfugié, journal français édité à Bruxelles par des exilés bonapartistes et libéraux, qualifiant le chef de ce parti, Pierre Royer-Collard, de doctrinaire, nom qui rappelle ses études chez les Pères de la Doctrine, ordre religieux fondé par César de Bus en 1592. Le nom fut rapidement étendu aux collaborateurs du parti d'opposition, devenant les doctrinaires, opposant libéraux au légitimisme. Théorisé par Stephen Rials, il existe une fausse symétrie entre légitimisme et orléanisme. Le légitimisme prédomine dans le thème de la légitimité royale, plus que dans l'idéologie du retour à l'ancien régime, alors que les orléanistes, eux, prédominent dans l'idée d'un régime libéral. Dans la théorie des trois droites de René Raymond, l'orléanisme illustre un courant du centre droit, de la droite modérée, libérale, et ce, jusqu'à aujourd'hui encore. C'est donc seulement à l'issue de ces trois glorieuses que l'autre parti monarchiste par rapport au légitimisme sera appelé orléaniste. Ce parti prête allégeance à la branche cadette des Bourbons et à son représentant sur terre, Louis-Philippe d'Orléans, roi des Français. Les orléanistes étaient les continuateurs du parti constitutionnel qui avait résisté aux ultras depuis 1815. L'acte fort et fondateur de cette tendance avait été initié par l'adresse des 221 du 18 mars 1830, lue par Pierre-Paul Royer-Collard, demandant à Charles X de former un gouvernement en accord avec la nouvelle majorité parlementaire, ainsi que de réviser la charte pour une autre davantage libérale. Comme pour la vidéo sur le légitimisme, il est nécessaire de faire une parenthèse sur du droit constitutionnel français et en deux de ces épisodes majeurs, l'adresse des 221 du 18 mars 1830 et la charte de la même année. L'adresse, c'était un moyen de pression de l'Assemblée sur le roi. Elle était votée par la Chambre en réponse au discours du trône par lequel le roi ouvrait la session parlementaire. À partir de 1821, l'adresse donna à la Chambre la possibilité de faire connaître au roi son sentiment sur la conduite du ministère. Donc, à partir des élections législatives de 1827, les libéraux, qu'on appelle les doctrinaires, sont majoritaires à la Chambre. Charles X semble d'abord jouer le jeu des parlementaires en confiant la présidence du Conseil à un semi-libéral, le vicomte de Martignac, en 1828. Martignac tente de faire du « en même temps macronien » de l'époque,
anachronisme mis de côté, mais n'arrive pas à contenir la majorité libérale. Sur une loi réorganisant les collectivités locales, il est mis en minorité. Il démissionne. En réaction, Charles X impose ses nominations au Conseil. Le 8 août 1829, il nomme le prince Jules de Polignac, légitimiste, au ministère des Affaires étrangères. Polignac, de fait, devient le chef du nouveau cabinet ministériel. Sauf que c'est un ancien émigré, ce qui le rend impopulaire auprès des libéraux qui incarnent la gauche de l'époque. On peut aussi citer à ses côtés François-Régis de la Bourdonnais, ministre de l'Intérieur, également un ultra-royaliste extrêmement remonté contre les idées révolutionnaires et les bonapartistes, ainsi que le général de Bourmont, ancien chouan rallié à Napoléon et l'ayant trahi juste avant Waterloo. Il y a alors un débat sur la nature de la charte, accentué par des rumeurs disant que les ultras veulent la raffermir pour revenir à l'ancien régime. Charles X, de son côté, prétend appliquer la charte dans le texte, c'est-à-dire nommer et révoquer absolument qui il veut. C'est le pouvoir de trahison ou de concussion. En opposition, les libéraux veulent faire évoluer le régime sur le modèle anglais, parlementarisme que la charte n'a pas prévu explicitement. Ils estiment que le ministère doit avoir la confiance de la majorité de la Chambre des députés. C'est un changement de paradigme absolu dans ce nouveau régime parlementaire. Le 2 mars 1830, Charles X prononce le discours du trône, ouvrant la session parlementaire de l'année. Discours dans lequel il annonce l'expédition militaire d'Alger et menace implicitement l'opposition de gouverner par ordonnance en cas de blocage des institutions. En réaction, le 16 mars, l'adresse est votée à 221 votes contre 181. Charles X dissout la Chambre en mai. Aux élections de juillet, les doctrinaires font une percée monumentale, arrivant à 274 sièges contre 282 pour les ultras, ayant donc quasiment la majorité. Mécontent de ce score cependant, Charles X, par les ordonnances du 25 juillet, dissout la Chambre et supprime la liberté de la presse. Les Parisiens se soulèvent en réaction les 27, 28 et 29 juillet 1830. Charles X abdique enfin le 2 août et la charte appelle Louis-Philippe, qui devient roi des Français et non plus roi de France. Il faut donc maintenant parler de la charte du 14 août 1830. Dans le texte, elle ressemble beaucoup à la charte de 1814, mais on l'a vu précédemment, Charles X se prévalait de n'appliquer que la charte dans le texte. On lui reprochait de ne pas appliquer un certain esprit qui aurait donc été imposé par les libéraux. Mais l'esprit donc de cette nouvelle charte de 1830 est très différent. Cette charte porte l'empreinte d'une révolution. D'abord, contrairement à celle de 1814, ce n'est pas une charte octroyée, mais d'abord votée par les chambres et ensuite acceptée par Louis-Philippe, qui a dû lui jurer fidélité avant de recevoir le titre de roi. La monarchie, par ailleurs, n'est plus de droit divin, mais elle est contractuelle, c'est-à-dire fondée sur un pacte entre le roi et le représentant de la nation. C'est une primauté de l'idée de souveraineté nationale qui vient de Montesquieu, auteur du moment philosophique qui donnera du grain à moudre à toute la gauche et à la droite libérale du XIXe siècle, et même d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Pour comprendre l'organisme, il faut bien saisir les critiques qui leur sont adressées par leurs adversaires, ainsi que nommer et comprendre leurs grands auteurs. Très souvent, ils leur sont reprochés de ne penser qu'aux affaires. D'ailleurs, lorsque ceux-ci se rallieront à la cause coloniale, on pourra appeler ça l'alliance des coffres-forts et des baïonnettes, comme une sainte alliance entre la bourgeoisie d'affaires et l'idée de 1789. Citons donc leurs grandes figures. François Guizot, avec sa célèbre formule « Enrichissez-vous » qui donne le ton à la marche. Benjamin Constant, chantre de l'équilibre des pouvoirs. Victor de Broglie, Casimir Pierre Perrier, grand-père du président de la Troisième, Louis-Mathieu Mollet, Charles de Rémusat, Alexis de Tocqueville. Il y a chez certains, notamment Guizot, une pré-réflexion de la lutte des classes, rapportée dans un ouvrage sur l'histoire de la Révolution en Angleterre. Karl Marx lui-même y puisera certaines réflexions. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le gros des querelles concerne la forme du régime. La Révolution est un coup fantastique pour ce qu'elle apporte, un coup horrible pour les excès de la terreur. L'Ancien Régime est fantastique pour la stabilité, mais représente une domination des puissants qui va à l'encontre du processus de démocratisation. En ce sens, les orléanistes firent des progrès avec la loi électorale de 1831, abaissant le cens, permettant à certaines classes moyennes de voter. Guizot synthétise cette idée.
Je ne crois ni au droit divin, ni à la souveraineté du peuple. Je ne puis voir là que les usurpations de la force. Je crois à la souveraineté de la raison, c'est là le souverain légitime que cherche le monde. Il théorise la doctrine orléaniste dans son traité du gouvernement représentatif et de l'état actuel de la France. Donc la démocratie, oui, mais à condition que les gens votent raisonnablement. Il faut donc que ceux qui votent aient les capacités d'esprit pour le faire. Le mot capacité signifiait la condition de richesse et d'esprit, qui eux seuls étaient légitimes pour désigner un gouvernement, d'où l'abaissement du sens, mais par la même occasion son maintien. Cet esprit caractérise parfaitement l'esprit bourgeois qui prédomine à partir de 1827. Les orléanistes capitalisent sur l'émergence de la classe moyenne, sur les propriétaires fonciers, donc la noblesse libérale dans un premier temps, puis sur les grands industriels, les banquiers, les négociants, les scientifiques, les avocats, les écrivains et nombre d'artistes qui firent de l'Académie française un bastion orléaniste pendant longtemps. Donc plutôt 1789 que 1793, plutôt constituant que conventionnel, plutôt girondin que jacobin, plutôt Voltaire et Montesquieu que Rousseau, plutôt bourgeois que populaire. Il faut donc noter ensuite l'évolution du parti à partir de la Deuxième République. Les héros ne sont pas éternels. Dès 1839, il y a de sérieuses complications. Le parti du mouvement de Louis Arago trouve la majorité de la Chambre et prendra la décennie pour parasiter les conseils municipaux et affaiblir la monarchie de Juillet de l'intérieur en faisant pression pour abaisser le sens électoral. Dans ce parti, Thiers incarne le libéral de centre-gauche, le presque républicain qu'il fut par la suite, et Odilon Barrot, futur chef de cabinet de Napoléon III, qui incarne l'opposition dynastique à Louis-Philippe, faisant ressortir le thème de la légitimité de régner du chef de l'État qui était déjà pressenti en 1789, avec la possibilité de mettre Philippe Égalité, le père de Louis-Philippe, sur le trône de France qui avait malgré tout voté pour la mort de son cousin Louis XVI. Seulement voilà, les républicains sont de plus en plus influents dans la Chambre et dans l'opinion publique. En 1846, Guizot remporte largement les élections, mais les classes populaires parisiennes se révoltent progressivement. La gauche d'Odilon Barrot fait une magnifique campagne de banquet à partir de juillet 1847 pour contrer le refus des orléanistes d'abaisser le sens électoral sans forcément remettre en cause la charte. La gauche se radicalise dans un contexte de crise économique et demande le suffrage universel masculin. Les orléanistes réagissent cependant différemment que les légitimistes. Pas d'émigrés, mais des élections. Le roi abdique rapidement le 24 février. Les orléanistes, plus habitués aux luttes parlementaires, jouent le jeu de la démocratie. Ils placent leurs espoirs électoraux sur la bourgeoisie en ascension, présente sur tout le territoire national. Ils sont emmenés par Adolphe Thiers et Charles-Maurice de Talleyrand. On décompte, à l'issue d'un scrutin au suffrage universel masculin, environ 200 orléanistes, 50 légitimistes, avec quelques adeptes de la République américaine, composant le Parti de l'Ordre qui soutiendra Bonaparte aux élections présidentielles de la même année. On décompte environ 500 républicains modérés et 80 radicaux. En juin, Adolphe Thiers se sert de l'alliance parlementaire pour faire la première union des droites, le comité de la rue de Poitiers, qui sera donc plus tard renommé le Parti de l'Ordre. Il voit bien qu'aucune des tendances du parti ne peut gagner seule au suffrage universel, même masculin. Ce parti de l'ordre contient donc des orléanistes et des légitimistes avec quelques républicains inspirés par le modèle américain. Mais les premiers prévalent organiquement sur les deux autres, tandis que les derniers arrivent à impulser leur idéologie par le jeu du parlementarisme. Le parti soutient donc Louis-Napoléon Bonaparte, le crétin, que Thiers croyait pouvoir mener par le bout du nez, qui obtient 75% des suffrages dès le premier tour, face à Louis-Eugène Cavaignac à 20% pour les républicains modérés et Alexandre Ledru-Rollin à 5% pour les plus radicaux. Bonaparte offre au Parti de l'Ordre une victoire monstrueuse aux législatives de 1849, avec plus de la moitié des suffrages exprimés et les 2/3 des sièges à l'Assemblée. Après le Second Empire, le duc de Broglie s'arrange avec les légitimistes pour mettre le maréchal de MacMahon à la présidence en 1873, alors que Thiers vient de démissionner. Il y a eu auparavant un arrangement entre Henri V, comte de Chambord, et Philippe d'Orléans, comte de Paris. Henri V n'ayant pas d'enfant, il conclut que si la monarchie revenait en France, il devrait siéger sur le trône de France et qu'à sa mort, c'est la lignée des Orléans qui reprendrait le pouvoir. C'est ce qu'on appelle l'orléanisme fusionniste,
car il fusionne avec le légitimisme pour faire un grand parti monarchique. D'ailleurs, cette alliance échouera, MacMahon gardant le pouvoir et les monarchistes ayant encore des désaccords. Restauration aux monarchies de Juillet comme modèle. Lorsqu'ils se réconcilient en 1883, à la mort du comte de Chambord, ils sont impopulaires par l'action de MacMahon et ce qu'on appelle la crise du 16 mai. Aussi faut-il dire que leurs petites querelles pour le pouvoir les ont détournés des vraies affaires qui concernaient le peuple de France, chose dont il ne faut pas se défier quand la vie politique est rythmée par le suffrage universel direct. Une partie des orléanistes prend alors un virage en faveur du nationalisme intégral maurassien. Électoralement, l'orléanisme cumule les échecs et est remplacé par des tendances droitières qui se fondent dans le jeu républicain. Ainsi s'achève donc la destinée orléaniste, rythmée aujourd'hui par l'Action française et la Nouvelle Action royaliste, petites factions qui font parler d'elles lors des commémorations pour la mort de Louis XVI le 21 janvier ou pour les bastonnades universitaires sans aller beaucoup plus loin.